Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver après ces quelques petites semaines de vacances bien méritées, et pour recommencer en beauté, je vous propose de découvrir 10 livres qui sont parfaits pour l'automne, donc on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai choisi de vous présenter pour cette sélection spéciale automne, c'est Eurydice déchaînée, écrit par Melchior Ascaride et publié chez les Moutons électriques. Il s'agit d'une réécriture du mythe d'Orphée, vous savez, celui qui allait pouvoir ramener Eurydice, sa compagne des enfers, à condition de ne pas regarder en arrière, et bien évidemment, Orphée a jeté un coup d'œil en arrière juste avant la sortie. Ici, Melchior Ascaride va raconter l'après du point de vue d'Eurydice et raconter la rage qui l'anime et le périple qu'elle va effectuer dans les enfers afin de se venger d'Orphée. Eurydice déchaînée fait partie de mes livres coup de cœur de l'année 2022 et son ambiance noire, glauque et oppressante m'a paru parfaite pour l'automne. Je pense l'avoir déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment le genre de réécriture mythologique que j'aime et que je recherche. Je ne veux pas voir une nouvelle fois Zeus et compagnie dans un univers contemporain avec des intrigues et des préoccupations modernes. Moi, je veux voir des dieux, des héros, des figures mythiques et emblématiques de la mythologie grecque évoluer dans leur époque et dans leur lieu emblématique. Et Melchior Ascaride m'offre tout ça et c'était fait à la perfection. J'ai adoré cette histoire. Le parcours d'Eurydice pour assouvir sa soif de vengeance, son périple à travers les enfers pour retrouver et se venger de l'homme qui l'a laissé là, qui l'a abandonné et qui fera qu'elle sera l'oubliée de l'histoire. Tout le monde va voir ce que devient Orphée, quelles sont les émotions qui le bousculent, mais Eurydice, rien. Et Melchior Ascaride parvient à mettre la lumière sur ce personnage, sur ses sentiments. C'est un texte qui a beau être brutal parce que la haine qui anime notre protagoniste, elle est puissante, il n'en reste pas moins merveilleusement bien écrit et vraiment très lyrique. On ne voit pas les pages défiler et on ne peut que lire encore et encore tant la plume de Melchior Ascaride est incroyable. Et la petite cerise sur le gâteau, ce livre est illustré. Les illustrations ne sont pas là pour faire joli, pour montrer que Melchior Ascaride, en plus d'écrire merveilleusement bien, a un style de dessin vraiment unique et sublime. Ces dessins vont vraiment servir et appuyer le récit. Tout est fait dans les tons de bleu, de blanc et parfois de noir, ce qui illustre parfaitement le froid, le manque de vie qu'il y a dans les enfers. Si vous avez aimé les réécritures de Madeline Miller, c'est certain vous aimerez celle-ci. On va passer à une bande dessinée et surtout à un auteur que j'adore puisque je vais vous parler de Carbone et Silicium de Mathieu Bablé à retrouver aux éditions Ankama dans leur label 619. Carbone et Silicium racontent l'histoire de deux robots, donc Carbone et Silicium, qui sont des prototypes créés pour prendre soin d'une population de plus en plus vieillissante. Néanmoins, et ce dès le départ, on comprend que ces deux robots sont dotés d'intelligence et ils vont donc s'enfuir des laboratoires où ils étaient coincés pour pouvoir vivre leur propre expérience chacun de leur côté, et ça pendant plusieurs siècles. J'ai un peu hésité à vous présenter Shangri-La du même auteur, mais je me suis dit que l'ambiance post-apo convenait vraiment mieux à l'automne. C'est une bande dessinée que j'ai lue il y a déjà quelques temps, mais pour autant elle m'a marquée et j'en ai encore aujourd'hui des souvenirs assez vivaces. Dans cette histoire, Mathieu Bablé va proposer une réflexion intelligente et pertinente sur la nature humaine, le progrès scientifique, l'intelligence artificielle, l'écologie et encore pas mal d'autres sujets. Je tiens tout de même à vous prévenir, le ton est assez pessimiste, donc si vous avez envie d'une lecture légère, sans prise de tête, je crois que Carbone et Silicium n'est pas ce qu'il vous faut et je pense qu'on peut même étendre ça à toute l'œuvre de Mathieu Bablé. En tout cas, les titres que j'ai lus sont vraiment pas positifs et optimistes. Mais si vous êtes prêt à lire quelque chose d'un peu sombre, pour moi c'est la lecture idéale. Le style graphique de l'auteur est incroyable. Il a géré son dessin d'une main de maître et il y a tout ce que j'aime, à savoir le sens du détail, la minutie dans les paysages, une ambiance aboutie qui s'échappe de chaque planche, une colorisation qui sert l'histoire et ça me permet de passer outre le fait que je suis
pas super fan de la manière dont il dessine les visages. En plus de cela, Carbone et Silicium offrent des personnages très attachants, même si pour être honnête, j'ai eu un peu de mal avec le personnage de Carbone qui est plus violente et plus excessive dans ses réactions que Silicium. Mais ça reste un personnage fondamentalement humain, on en oublie vraiment que ce ne sont pas des humains mais des intelligences artificielles. Bref, pour moi, cette bande dessinée, c'était une réussite et je vous conseille aussi en passant de lire Shangri-La qui est une fable écologique sur fond de space opéra que j'ai également adoré. On repasse à un roman, et ce roman, c'est La pluie avant qu'elle tombe de Jonathan Coe qui est publié chez Gallimard. La pluie avant qu'elle tombe, c'est un roman contemporain que j'ai lu il y a un sacré bout de temps, donc je vais vous lire le résumé présent sur Livre Addict parce qu'il est vraiment bien fait et complet, et qu'il sera bien plus pertinent que mon résumé à moi. Rosamonde vient de mourir, mais sa voix résonne encore dans une confession enregistrée, adressée à la mystérieuse Imogène. S'appuyant sur une vingtaine de photos soigneusement choisies, elle laisse libre cours à ses souvenirs et raconte, des années 40 à aujourd'hui, l'histoire de 3 générations de femmes liées par le désir, l'enfance perdue et quelques lieux magiques. Et de son récit douloureux et intense naît une question lancinante. Y a-t-il une logique qui préside à ces existences ? Rien ne me prédestinait à aimer ce livre. C'est un roman contemporain et en plus qui parle de secrets de famille. Genre d'histoire que j'ai beaucoup de mal à apprécier, notamment parce qu'elle me met dans une position très inconfortable, que je trouve à la limite du voyeurisme et que souvent c'est écrit de manière très sensationnaliste, ce qui me met encore plus mal à l'aise. Mais ce roman, c'est vraiment une petite pépite dans le genre. Déjà, c'est narré de façon très pudique et tout l'aspect de secret de famille, c'est un roman qui parle de destin de femmes, d'homosexualité à une époque où c'était tout simplement interdit. C'est fait sans sensationnalisme, mais avec une élégance et une sensibilité que je retrouve rarement dans les romans de ce style. En plus de ça, j'avais beaucoup aimé le fait qu'il n'y ait pas d'enquête, de recherche approfondie et que ce soit Rosamonde qui livre son histoire de façon naturelle en choisissant les passages qu'elle souhaitait mettre en avant. C'était sublimement bien écrit et je serais prête à le relire parce que ma lecture remonte à l'été 2016 si je ne dis pas de bêtises et que bon, forcément depuis les lectures se sont un petit peu accumulées, mais si vous aimez lire des histoires de famille, des témoignages de femmes fortes et des récits de sororité en automne, je ne peux que vous conseiller ce livre. Ensuite, j'avais très envie de vous parler d'une BD au titre très évocateur. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de Émile Ferris publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Avant qu'on ne commence à parler plus en détail de ce livre, sachez que la maison d'édition a annoncé que le 2e tome allait sortir dans le courant 2e semestre de l'année prochaine. Donc j'ai super hâte depuis le temps que j'attendais ce tome 2. Je suis ravie d'avoir enfin une date de sortie. Dans ce roman graphique, on va suivre l'histoire de Karen qui vit à Chicago dans la fin des années 60. C'est une enfant qui est très imaginative et douée pour le dessin. Elle s'imagine en loup-garou et elle tient un journal intime dans lequel elle va raconter sa vie et surtout le point central de cette histoire c'est l'enquête qu'elle va mener pour déterminer ce qui a pu arriver à sa voisine Anka, une jeune femme qui se serait probablement suicidée, enfin selon les informations de la police. Comment ne pas parler tout d'abord du style graphique incroyable de l'autrice. Toute la bande dessinée est réalisée au stylo bi et ce d'une façon minutieuse et incroyablement précise. Je ne pensais pas qu'il était possible de faire quelque chose d'aussi pointilleux avec un objet du quotidien, de faire de telles nuances de couleurs, des traits aussi bien tracés, de réaliser une ambiance aussi particulière, à la limite parfois du psychédélique. Il faut aussi souligner le fait que l'autrice a longuement travaillé pour avoir un résultat aussi minutieux et qu'au vu de son historique personnel et médical, je lui tire vraiment mon chapeau. Réaliser une bande dessinée aussi bien exécutée avec un stylo bi quand on a été atteinte d'une maladie qui a affecté ses capacités motrices, c'est d'autant plus impressionnant. C'est également une bande dessinée qui aborde plein de sujets différents et l'autrice maîtrise aussi bien son scénario que son dessin. Je vous préviens, c'est assez dense, il faut être concentré pour aborder cette histoire dans les meilleures conditions possibles puisqu'on y parle autant de Seconde Guerre mondiale que de précarité, de maladie, de famille dysfonctionnelle, du désir amoureux ou encore de l'art. D'ailleurs, rien que pour les reproductions des tableaux qui se trouvent au musée d'art de Chicago, ça vaut largement le détour. Ça peut faire beaucoup de sujets, mais l'autrice s'est allée au bout des choses et parler de ces sujets avec justesse et profondeur. C'est un véritable ovni, tant au niveau du dessin que de l'histoire, mais vraiment, quel ovni!
C'est une bande dessinée que je conseille à tout le monde. L'expérience est unique et vaut vraiment la peine d'être vécue, que ce soit pendant l'automne ou pendant toute autre période de l'année. Et maintenant qu'on a une idée de la date de sortie pour le deuxième tome qui marquera, je pense, également la fin de cette histoire, et ça si je ne dis pas de bêtises, vraiment vous n'avez plus d'excuses pour découvrir cette incroyable bande dessinée. Pour cette 5e suggestion, je vais parler d'un livre bien connu d'un auteur qui l'est tout autant. Il s'agit de La Ligne Verte de Stephen King, que vous pouvez retrouver aux éditions Le Livre de Poche. Je pense que beaucoup de gens connaissent La Ligne Verte, que ce soit de par le film ou même par le livre, mais je vais quand même faire un petit résumé, histoire de bien faire les choses. On va suivre le personnage de Paul Edgecombe, un ancien gardien de prison à la retraite. Paul va nous raconter une année particulière dans sa vie, l'année 1932, année pendant laquelle il va faire la rencontre de John Caffey, un homme noir très grand et condamné à mort pour le meurtre de 2 fillettes blanches. Autant ne pas tourner autour du pot et vous dire directement que c'est mon Stephen King préféré. Pour moi, il surpasse largement ceux que j'ai lus et aimés comme Misery, Gwendy et la boîte à boutons ou encore L'Institut, où vous pouvez retrouver mon avis dans un précédent update lecture. Je vous laisserai évidemment la vidéo en question dans le petit i. Ce n'est pas le roman le plus horrifique qu'il ait écrit, quand bien même il y a certaines scènes très glauques et visuelles, et ça joue sûrement dans le fait que ce soit le livre que je préfère de l'auteur. Il est effectivement très abordable quand on n'est pas à l'aise avec l'horreur et l'épouvante, puisqu'il s'agit davantage d'un roman fantastique avec quelques petites pointes d'horreur. Mais c'est aussi une excellente critique sur le racisme, la peine de mort et le système carcéral américain. Puis Stephen King arrive à faire des personnages marquants. C'est le cas de Misery où Annie Wilkes m'a foutu la peur de ma vie. On a tous et toutes en tête Jack Nicholson dans le rôle de Jack Torrance pour le film Shining et puis le clown du film Ça. Je peux continuer pendant des heures étant donné que je ne manque pas d'exemples marquants. Et La Ligne Verte ne fait pas exception. Les personnages de La Ligne Verte sont impactants de bien des façons. Que ce soit le pacifisme de John Caffey, la cruauté de Percy, et j'en passe, chaque personnage est super bien réalisé. C'est un vrai tour de force réalisé par l'auteur, que ce soit au niveau de l'histoire ou au niveau des personnages. Et si vous n'avez encore jamais lu un livre de cet auteur, il me semble que c'est un incontournable, vraiment même un classique. Et puis avec son ambiance, il est parfait pour l'automne. On passe à une autre évidence, Blackwater de Michael McDowell est publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Même si je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ce phénomène éditorial, je vais quand même faire un petit résumé. Blackwater, c'est une saga en 6 tomes qui raconte l'histoire de la famille Casquet, une riche famille de propriétaires terriens en Alabama, et tout commence en 1919 alors que la ville de Perdido est enfuie sous les eaux. Oscar Casquet et son employé Bray parcourent la ville sur une barque pour constater en fait l'étendue des dégâts. Cependant, et alors qu'ils passent devant un hôtel, les 2 hommes vont tomber sur une mystérieuse jeune femme qui s'appelle Elinor Damert. Elle semble prise au piège dans sa chambre, elle n'a pas d'eau à boire, pas de nourriture, elle n'a pas de papier d'identité ou un quelconque document qui atteste qui elle est. Et donc Oscar et Bray vont la secourir et assez rapidement, Elinor va intégrer la famille Casquet au grand désespoir de Mary Love, la matriarche. Seulement, les questions autour d'Elinor vont commencer à se multiplier. Qui est-elle? Comment a-t-elle pu survivre seule et sans aucune ressource à cette crue d'une violence inédite? Et pourquoi pas, est-ce qu'elle est vraiment humaine? C'est une saga que j'ai adorée et que j'ai dévorée dans un laps de temps assez rapproché, fait assez rare pour moi, qui m'éparpille beaucoup dans la lecture de mes sagas et qui prend une éternité pour terminer une saga qui contient beaucoup moins de tomes. Mais un peu à la star de la maison dans laquelle je lisais Blackwater, je mangeais Blackwater, je dormais Blackwater, j'étais vraiment obnubilée par cette histoire de famille, et pourtant le mélange horreur, fantastique et saga familiale, c'était loin d'être une évidence pour moi. Mais à partir du moment où c'est publié par Monsieur Toussaint Louverture, je ne peux que donner une chance à l'œuvre. Tout d'abord, l'histoire est intrigante et addictive. C'est un page-turner et les pages défilent sans qu'on s'en rende compte. Je me souviens que quand je commençais à lire Blackwater, j'avais beaucoup de mal à m'arrêter et je me rendais pas compte que je venais de lire 50, 60 pages ou plus à la suite. Et puis tous les différents aspects que j'ai cités précédemment, à savoir l'horreur, le fantastique et la saga familiale, sont extrêmement bien gérés. J'avais peur en débutant que l'horreur tombe vite dans la surenchère de cruauté et de gore, juste pour le plaisir
désir de montrer que c'était un livre d'horreur est tombé dans une certaine caricature, mais heureusement, ce n'est pas du tout le cas. Tout est une question d'ambiance et ça, l'auteur l'a très bien fait. L'ambiance est assez pesante, on sent que tout peut basculer d'un moment à l'autre, on reste vraiment tendu. Pour ce qui est du fantastique, l'auteur le distille à petite dose dans son récit, de sorte que ça passe tout seul. Pour ce qui est de l'aspect saga familial, évidemment, la famille Casquet est horrible. Genre, moralement, ils ont des actes dans les différents tomes qui sont répréhensibles. Ils se tirent dans les pattes à longueur de journée et pourtant, j'ai adoré les suivre. L'auteur leur donne une personnalité, une complexité, ce qui fait qu'on peut s'attacher, un peu malgré nous, aux différents personnages. J'ai évidemment adoré détester Mary Love, et quand ça m'arrive, c'est le signe que c'est un excellent antagoniste. Pour finir, le style d'écriture est très agréable. J'avais peur que ce soit un peu vieillot ou pédant, ou que l'auteur soit, comme je l'avais expliqué auparavant, dans la surenchère de gore, mais pas du tout, ça se lit très facilement. Le style est assez moderne et miracle, quand l'auteur nous déroule des scènes d'horreur, il le fait de manière efficace et percutante, de sorte qu'on ne tombe pas dans le cracra. Je pense avoir assez parlé de cette saga, donc le fin mot de l'histoire sera que si vous ne connaissez pas encore Blackwater, eh bien, foncez. On va désormais parler d'un comics, Rachel Rising, qui est écrit et dessiné par Terry Moore et publié aux éditions Delcourt. Je ne vous parlerai pas de la saga de façon plus approfondie, je le ferai dans un prochain Renard en bulle parce que j'ai lu que la première intégrale et j'attends que la bibliothèque achète la seconde intégrale, mais je peux vous parler de la partie que j'ai déjà lue parce que ça me semble juste parfait pour la saison. La 4e de couverture du premier tome en version individuelle est carrément à côté de la plaque, donc si vous tombez dessus, vraiment, ne vous y fiez pas. Puisque Rachel Rising raconte l'histoire de Rachel, une jeune femme vivant dans une petite ville des États-Unis, et dès la première page, on la voit s'extirper de la terre où elle a été enterrée vivante. Elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé, de pourquoi quelqu'un l'a enterrée vivante, et donc notre protagoniste va rentrer chez elle, et elle va voir qu'il y a sur son cou une marque de strangulation, qu'elle est très pâle et que ses yeux sont vraiment injectés de sang. On comprend assez vite qu'elle est dans un état qui est proche de la mort. Elle est pas tout à fait morte, mais pas tout à fait en vie non plus. Et là où le résumé à côté de la plaque, c'est qu'il parle d'une histoire de petits copains et de vengeance, alors qu'en vérité, Rachel va surtout chercher à comprendre ce qui lui est arrivé, comment sortir de cet état de mort-vivant, et qui l'a enterrée vivante. C'est un comics qui est assez dense et assez exigeant, du moins dans sa version intégrale. Il est tout à fait possible que le découpage en tomes individuels rende l'histoire un peu plus digeste, donc si vous voulez un divertissement un peu frissonnant, je pense pas que ça soit le livre idéal. Par contre, si vous êtes totalement disposé à lire ce genre d'histoire, Rachel Rising est le livre parfait pour Halloween. Je ne vais pas vous en dire de trop étant donné que moi j'ai apprécié le découvrir en sachant que vraiment peu de choses, mais je peux dire 2 choses. Les personnages sont très crédibles et très bien travaillés. Aucun personnage n'est parfait. Chacun des protagonistes présents dans ce récit va faire des choix moralement discutables, mais on arrive pour autant à les comprendre et on n'a pas l'impression que ce choix il sort de nulle part. À part un personnage qui m'effraie au plus haut point et qui me révulse parce que je sens que lui c'est le mal incarné, j'ai réussi à aimer toute cette galerie de personnages, des personnages principaux aux plus secondaires. En plus de ça, Terry Moore nous offre des portraits de femmes fortes et indépendantes qui ont leurs faiblesses parce qu'ils ne s'agit pas d'en faire des super-héroïnes, mais qui arrivent pourtant à s'en sortir seules sans le secours systématique des hommes. La deuxième chose, c'est que j'ai adoré le style graphique. Comics qui est super bien dessiné et même en noir et blanc, on arrive à voir qui respire la vie et la santé et quel personnage est dans un état proche de la mort. Je vous en parlerai plus en détail une fois que j'aurai lu la 2e intégrale et donc la fin de l'histoire, mais sachez que c'est un comics qui a d'ores et déjà marqué mon année 2023. Je poursuis avec un autre comics qui est Légende de la Garde de David Petersen à retrouver aux éditions Gallimard et qui est parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge étant donné que c'est l'inspiration principale de cette année, ce que je ne savais pas en préparant la vidéo. C'est un comics de fantasy animalière dans lequel on va suivre un groupe de souris œuvrant pour la Garde, une organisation qui protège les souris et les habitants du royaume de toutes sortes de dangers.
Et lors d'une mission, 3 de ces souris vont découvrir un complot à l'encontre de leur chef et ils vont faire tout leur possible pour le déjouer. C'est une saga qui fait 5 tomes, le tome 5 étant sorti il y a très peu de temps, mais je vous conseille surtout de découvrir les 2 premiers tomes puisque la suite est plus une succession d'histoires et de contes dans cet univers et qu'il ne traite pas du récit principal. Et je voulais surtout me concentrer uniquement sur le premier tome puisqu'il a un titre très évocateur pour la vidéo puisqu'il s'intitule Automne 1152. J'ai eu un coup de cœur en découvrant le premier tome. Tant par ses dessins, parce que je trouve la représentation de l'univers incroyable. Il y a beaucoup d'ambiances différentes, des lieux variés et détaillés, et quand c'est de la fantaisie animalière, j'aime beaucoup voir comment vivent les animaux, quels sont nos objets du quotidien qu'ils vont utiliser eux, et l'auteur l'a très bien réalisé. C'est également une histoire épique pleine de rebondissements, de complots, de batailles, et le tout est raconté à hauteur de souris et j'aime cette perspective dans laquelle un oiseau peut représenter un adversaire féroce autant pour nous que pour eux. Il y a une multitude de personnages attachants et j'ai même réussi à m'attacher à une souris particulièrement tête brûlée alors que cette attitude dans des romans de fantasy classiques a tendance à m'agacer. Du coup, je ne sais pas quand reprendra la publication de l'histoire originale parce que j'imagine qu'on peut pas nous laisser comme ça et qu'on saura comment évolue la garde, si les dangers sont passés ou pas, mais dans tous les cas, je vous conseille vraiment de découvrir cette série. Pour cet avant-dernier livre, j'ai décidé de vous parler d'un classique que j'aime beaucoup. Il s'agit du roman Des souris et des hommes qui est écrit par John Steinbeck et publié chez Gallimard, mais vous pouvez également trouver ce livre en d'autres éditions. Avant que je vous explique pourquoi je l'ai choisi, parce que c'est pas un choix évident de prime abord, je vais vous faire un petit résumé pour les personnes qui ne connaissent pas ce grand classique de la littérature américaine. On est en Californie durant la Grande Dépression et on va suivre plus particulièrement 2 personnages, George et Lenny. Ces 2 personnages vagabondent de ferme en ferme et un jour, ils sont engagés dans une exploitation agricole et quelque temps après leur engagement, un drame dont je dirais la nature va se produire. Si j'ai choisi ce roman, malgré le fait qu'on se trouve en Californie, c'est pour son côté huis clos et dramatique qui se marie bien à l'automne, je trouve. Je le disais en préambule, mais Des souris et des hommes, que j'ai découvert il y a quelques années, c'est un de mes classiques préférés, déjà parce qu'il est facile à lire. Le style de John Steinbeck est très fluide, malgré le patois californien, qui m'a personnellement aidé à m'immerger encore plus dans ce roman. Et je n'ai pas vu passer les 175 pages tellement son style est efficace. Et puis, l'histoire est très belle. Le destin de George et Lenny m'avait beaucoup touchée et même si on se doute de ce qui va se passer, on aimerait aider les personnages à s'en sortir, à ce que leur destinée soit différente. Je suis passée par pas mal d'émotions et j'étais très triste à la fin de quitter ces personnages. Depuis, je n'ai plus rien lu de l'auteur, mais ça ne saurait tarder puisque les raisins de la colère et à l'est d'Éden que j'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, je vous laisserai évidemment la vidéo dans le petit i, me font très envie. J'ai juste pas envie de lire une édition où le texte est écrit en taille 8 avec un interligne de 0, vraiment le format illisible. Dans tous les cas, si vous n'avez pas encore lu Des souris et des hommes, je ne peux que vous le conseiller. Et si vous avez un peu peur, sachez qu'il existe une adaptation en bande dessinée, mais je peux pas vous attester de sa qualité parce que je ne l'ai pas lu et je ne crois pas que je la lirai un jour. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que ce roman est super abordable, même s'il était étiqueté en tant que classique. Je termine avec un autre classique de la littérature, mais cette fois-ci allemande, et je vous parle du Parfum de Patrick Süskind, qui est publié chez diverses maisons d'édition, mais sachez que Fayard a sorti un très bel objet livre récemment, donc c'est cette édition que je vais mettre en avant. Le Parfum raconte l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, un gars qui a un odorat super développé, mais qui, pour le dire de manière soft et ne rien gâcher de l'histoire, va péter un câble quand il va découvrir que lui n'a pas d'odeur. J'ai lu Le Parfum en juillet 2016 et malgré les années, je ne sais toujours pas quoi en penser, tellement c'était une lecture perturbante et étrange. D'un côté, il y a des longs passages qui m'ont ennuyé comme pas permis, et d'un autre côté, j'ai pas pu lâcher le livre et j'étais happée par le destin de Jean-Baptiste Grenouille. Mais je me suis dit que j'allais quand même l'inclure dans cette vidéo parce que c'est un livre parfait pour l'automne et surtout pour Halloween. L'ambiance est sombre et oppressante, le protagoniste est très étrange, qui est un doux euphémisme, et suscite des sentiments très contradictoires. Il y a des scènes affreuses, bon bref, le cocktail parfait pour l'automne. Je n'ai pas vu l'adaptation cinématographique
du parfum et je pense sincèrement que je vais m'en passer. Je crois que j'ai pas envie de voir mis en scène avec des images réelles, des acteurs en chair et en os, les aventures, si tant est qu'on puisse appeler ça une aventure, de ce cher Jean-Baptiste Grenouille. Je pense que l'œuvre dans son ensemble, que ce soit le livre ou le film, ne laisse pas indifférent. J'ai l'impression qu'on a tous et toutes une palette de ressentis vis-à-vis de ce livre qui est totalement différent, mais une chose est certaine pour moi, ce livre est vraiment inoubliable à sa manière. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos incontournables pour l'automne. N'hésitez pas également à me dire si vous avez lu un de ces livres et puis quel est votre avis sur ce dernier. Puis n'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.